Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir, bienvenue dans Enquête de l'au-delà. Aujourd'hui, on va sortir du cadre des esprits, on va revenir quand même un petit peu sur la terre. On a deux invités aujourd'hui. Bonjour Philippe Duquesnoy. Bonjour. Bonjour Rudy Cambier. Eh bien, bonjour aussi. Un plaisir Rudy de vous retrouver ici. Ça n'est pas la première fois. On va naturellement parler de tout ce qui vous occupe. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi mes moutons, mes oies, mon jardin. Mais disons aussi un peu les Templiers. Oui, quand même, hein, quand même. Philippe Duquesnoy. Alors, vous nous venez du Burkina Faso, mais vous êtes originaire du Nord, c'est bien ça? Tout à fait, je suis originaire de Waterloo, même si ma famille est originaire, elle, de Belgique. J'ai d'ailleurs fait l'école hôtelière en Belgique, à Namur. Mais j'habitais longtemps à Waterloo et je me suis fixé depuis une vingtaine d'années au Burkina Faso. Voilà. Alors en ce moment, j'y vais régulièrement parce que bon, il y a eu quelques petits problèmes il y a peu de temps. Donc j'habite en France, mais je vais jeudi au Burkina d'ailleurs pour mon travail. Alors, on va un petit peu voir comment vous êtes rentré en contact avec Rudy et surtout pourquoi. Si vous voulez, on peut savoir. On va parler de. Je pense que je vais laisser Rudy. Les auditeurs sont peut-être pas tous au courant des travaux de Rudy sur le débunkage, sur la démystification des textes De de Nostradamus. Peut-être qu'un bref rappel serait. Eh Bon, bien, qu'est-ce qui relie Nostradamus et les Templiers? Eh bien, justement, Philippe Duquesnoy a une hypothèse qui est très très intéressante. Et rappelons brièvement l'histoire. Les soi-disant prophéties de Nostradamus, une étude un peu sérieuse montre que le texte de base est beaucoup plus ancien, qu'il a été écrit à destination d'un templier, que c'est manifestement l'œuvre d'un religieux, que ce religieux est certainement un cistercien et qu'il se trouve à l'abbaye de Cambron. Bon. Et que raconte ce texte dans son style particulier? Il raconte que les Templiers ont eu vent de l'entreprise que Philippe le Bel allait tenter contre eux, que un maître, celui que j'appelle un maître de Flandre, qui en réalité était un visiteur de Flandre, un ennuyé, a décidé de prendre les mesures nécessaires pour, sinon sauver le temple, au moins permettre sa résurrection, qu'ils ont rassemblé dans toute l'Europe tout ce qui leur paraissait important, à savoir pas tellement d'argent, mais des documents, mais des reliques, et qu'ils les ont entreposés dans un lieu qui serait à l'abri des prédateurs de Philippe le Bel. Et l'organisateur de toute cette entreprise était l'abbé de Cambron, l'abbé de l'abbaye cistercienne de Cambron en Hainaut, et il s'appelait Yves de Lessines. Tout ça transparaît clairement dans ces soi-disant prophéties de Nostradamus. C'est aussi bête que ça. Voilà. Alors je me suis demandé, donc j'ai lu le livre de Nostradamus. J'ai également lu le livre de Nostradamus. J'ai lu bien sûr le livre de Rudy Cambier. Il y a également un livre qui vient à la suite de celui de Rudy Cambier qui a été écrit par le professeur de Laous sur les centuries, donc qui apporte de l'eau au moulin de Rudy. Alors Rudy, lui, fait une étude philologique, littéraire, très, très, très précise et toujours brillante, hein, sur les déclinaisons du Moyen-Âge, le flamand qui est traduit, les jeux de mots, enfin bref. Il y a, le livre de Rudy, vous l'avez lu, c'est vraiment c'est une féerie de mots, c'est vraiment intéressant et c'est convaincant. Le professeur de Laous, lui, est beaucoup plus technique puisqu'il identifie donc à la période d'Yves de Lessines des éléments météorologiques, astrologiques, hein, qui permettent de dater en fait les centuries. Hein, puisque Yves de Lessines, qui écrit les centuries, dans ses quatrains, il dit cette année-là, il a gelé beaucoup et en même temps, telle personne s'est fait. Donc voilà, Rudy Cambier avait identifié quelle était la personne et le professeur de Laous, lui, va rechercher les éléments météorologiques qui prouvent qu'à cette époque, il a fait effectivement très froid, qu'effectivement l'Escaut a gelé, des choses comme ça. Donc on arrive, quand on a lu ces deux livres, on est persuadé que le texte des centuries a donc été écrit
ici dans la région de Lessines, donc à Cambron, mais on se pose la question de savoir comment il est arrivé entre les mains de Nostradamus. Ben oui, comment il est arrivé là-bas dans le sud. Voilà, parce que il est écrit au début du XIVe siècle et Nostradamus, il le publie au milieu du XVIe siècle. Voilà. Alors, les deux professeurs, Cambier et Delahousse, ne se sont pas, à l'époque, le professeur, maintenant Philippe Delahousse fait des recherches également sur cette transmission, mais à l'époque, ils disent tous les deux que Nostradamus, il est venu ici à Cambron et puis qu'il a volé le livre et qu'il est rentré chez lui. Voilà. C'est peut-être un petit peu simple. Oui, mais disons que c'était pas le but, j'allais dire, du texte. C'était Montrudi est un professeur, donc il cherchait dans le texte. Il dit bon, il faut trouver une excuse. Nostradamus est venu à Orval. Sans doute, il a fait un détour par les signes et puis il a trouvé le livre intéressant. Il l'a embarqué chez lui. Voilà, ça me paraissait d'une part tout ce qu'on dit sur Nostradamus. En dehors de ces textes, généralement, on le considère comme quelqu'un de relativement sympathique, d'être un bon gars, d'être un médecin qui est très actif, notamment lors de la peste. Hein, ça ne correspond pas, on n'a pas l'impression que Nostradamus puisse voler un manuscrit sans au moins le demander, sans qu'on y trouverait la trace dans l'abbaye de Cambron. Ce qui fait que je me suis dit, il y a quelque chose peut-être à faire là, d'essayer de trouver le moyen qu'a pris ce manuscrit pour se trouver dans la bibliothèque du grand-père de Nostradamus, puisque dans une de lettres qu'il écrit à son fils, il reconnaît quand même Nostradamus qu'il a trouvé des documents anciens. Il ne dit pas qu'il a écrit, il a trouvé des documents anciens, qu'il a raboutés pour l'adapter un peu à la situation. Donc je me dis, comment peut-on imaginer qu'un livre au Moyen-Âge passe de Cambron en Flandre ou en Wallonie-Picarde, jusqu'à la bibliothèque du grand-père de Nostradamus, qui était à l'époque en Provence. Donc voilà. Donc c'est une enquête que j'ai faite autour, justement, donc en partant, comme on fait une enquête de voisinage. J'ai un beau-frère qui est policier, donc il m'a dit il faut faire une enquête de voisinage, voir autour d'Yves de Lessines, comment ce livre aurait pu quitter l'abbaye de Cambron pour arriver là-bas. Alors c'est vrai que c'est il y a 800 ans que ça s'est passé, plus de 800 ans, donc c'est pas toujours facile de trouver des éléments, mais on a quand même des textes, pas mal de textes d'ailleurs, d'abbés de Cambron qui ont écrit l'histoire de l'abbaye et qui parlent donc des différents abbés qui ont dirigé cette abbaye depuis la création jusqu'à sa disparition en 1792. Voilà. Et donc voilà. Alors le premier, j'allais dire, il y a quelque chose qui m'a sous la direction, enfin quand l'abbaye était sous la direction de, enfin non, c'était pas sous la direction. Quand Yves de Lessines était abbé était prieur, je crois, à Cambron, il se passe ce qu'on appelle le miracle de Cambron. Enfin, le miracle de Cambron. Il se passe un blasphème énorme à Cambron, avec un miracle, un dessin qui est sur un mur, un dessin de la Vierge qui est frappé par un juif, par 5 coups de lance par un juif, et l'image se met à saigner. Voilà. Donc, bon, ça me paraissait un peu bizarre cette histoire. Je tiens à dire que c'est Yves de Lessines qui était prieur, donc qui est le responsable des finances, montre là qu'il est un type qui n'a absolument aucun scrupule. Il va exploiter à fond, mais de toutes les manières possibles et imaginables, cet incident du juif pour faire de la réclame autour de l'abbaye de Cambron. Ils vont d'ailleurs recevoir des sommes faramineuses pour, soi-disant, construire une chapelle à la gloire de l'image miraculeuse. On va créer un pèlerinage, on va accorder des indulgences, etc. Donc on a affaire là à un gars qui, très froidement, assoit la prospérité de son abbaye sans se poser de questions, mais en visant uniquement l'efficacité. Oui, de toute manière, on voit... Ça trompe le personnage et ça montre aussi qu'il était tout à fait capable d'imaginer le stratagème qu'il décrit. Mais on voit que c'est un montage, le miracle de Cambron. Évidemment. Évidemment, c'est un montage, mais en plus, on voit qu'il y a tout un scénario qui est écrit. C'est extraordinairement fait. Voilà. C'est vraiment du commerce de haut niveau. Voilà.
Donc, et comme donc le Nostradamus était juif, on en viendra après, mais Nostradamus était issu de famille juive, donc je me suis dit, tiens, puisqu'on a sans doute expulsé les juifs à l'occasion, c'était la mode à l'époque, hein, dès qu'il y avait un problème. C'était eux les premiers. Voilà, donc, mais bon, a priori, il y avait peu de juifs qui vivaient à Mons, il n'y avait qu'un seul juif qui était répertorié, il y a une belle étude qui a été faite. Et bon, visiblement, j'allais dire que le juif, enfin la personne qui aurait blasphémé en piquant l'image de la Vierge à Cambron, serait parti avec les... J'allais dire, bon, ça tient pas la route, ça n'allait pas. Hein, c'était donc voilà. Donc je me suis dit, c'est pas ça, l'enquête de voisinage, lui, il était assez compliqué à faire, et puis visiblement, il n'y avait aucun rapport entre les juifs on va dire d'Arles ou de Salon de Provence, provençaux et celui-ci. Donc voilà, donc j'ai continué et je me suis intéressé aux abbés de Cambron. Hein, les abbés de Cambron, donc il y en a eu plusieurs, donc il y avait Yves de Lessines et c'est là où je m'aperçois en lisant un texte, donc le texte de Monsieur Monnier, hein, qui est un historien, un colonel, je crois. C'est un officier au XIXe siècle qui fait une histoire monumentale de Cambron. Il écrit une Bible sur l'histoire de Cambron. Il sert encore actuellement de référence à quelques détails près, quoi, hein. Voilà, donc ce monsieur Monnier donc, écrit une monographie, hein, d'histoire de Cambron en s'appuyant sur des textes beaucoup plus anciens, hein, qui avaient été écrits également par des abbés de Cambron. Et son texte est assez étonnant parce qu'il y a 2 erreurs. Mais il y a vraiment 2 erreurs, mais très très étonnantes. Comme si, alors je n'y crois pas, hein, mais comme s'il avait voulu montrer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit donc, je vous rappelle, donc l'abbé de Cambron, Yves de Lessines, décède, il est remplacé par plusieurs abbés, et on arrive à un abbé qui s'appelle André de Bruxelles. C'est lui qui deviendra l'abbé de Cambron. Il a des problèmes pour se faire élire. Les moines ne sont pas tous d'accord. Bref, il n'arrive pas à réunir autour de sa candidature suffisamment de voix pour être nommé abbé de Cambron. Monsieur Monnier signale que contrairement à la coutume, André de Bruxelles, puisque les abbés de Cambron prenaient le nom de la ville dont ils étaient originaires, donc il était sans doute originaire de Bruxelles, mais lui changera de nom. On va l'appeler André du Pape, et cela est dû au fait qu'il a dû se rendre souvent à Avignon pour rencontrer la papauté, pour encourager son élection, hein, pour se faire élire d'une manière plus facile. Et Clément Monnier dit, je vais le prendre, hein, parce que il se rendit plusieurs fois à Avignon où résidait l'antipape Pierre de Laon. Enfin, le comte de Flandre et le duc de Bourgogne le recommandèrent au pape Grégoire IX, résidant alors en Avignon. Alors, Pierre de Laon et Grégoire IX sont 2 personnes qui ont existé, mais c'est des personnes qui étaient déjà mortes quand André de Bruxelles, qui deviendra André du Pape, se rend à Avignon. Hein, c'était l'antipape Pierre de Laon. Bon, en fait, c'est même pas Pierre de Laon, c'est Pierre de Léon, hein, de la province espagnole. Donc il y a une erreur déjà d'écriture. Pierre de Léon, donc était un antipape. Hein, il a régné, je crois, sous le nom de Anaclée III ou Anaclée II. Voilà, Anaclée. C'est un antipape, mais qui est bien antérieur à ses affaires. C'est-à-dire que André du Pape n'a pas pu rencontrer Pierre de Laon. Et il n'a pas pu rencontrer non plus Grégoire IX, qui était mort depuis longtemps. Puisqu'à l'époque, le pape, c'était Grégoire XI. Alors, autant on peut admettre que Grégoire XI, c'est-à-dire un X et un 1, et Grégoire IX, un X et un 1 devant le X, bon, il y a eu une erreur pas de frappe, mais enfin, il y a eu une erreur dans la rédaction du texte au XIXe siècle, mais pour Pierre de Laon, c'est quand même un problème. On ne comprend pas pourquoi ce Pierre de Laon est là. D'autant que les précédents auteurs de monographies, c'est-à-dire Don Noël et De Waite, ne parlent pas d'un antipape qui aurait été présent lors de la visite d'André du Pape à Avignon. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à voir. Autour de Grégoire XI, qui est le pape à l'époque, et ce que sans doute André du Pape a rencontré, il y avait un personnage extraordinaire, qui deviendra un personnage extraordinaire, mais qui déjà était conseiller du pape Grégoire XI, et cette personne, c'est le pape
à l'époque il n'est pas pape, il s'appelle Pedro de León. Pedro de Luna. Hein, c'est le pape de Luna, Pedro de Luna qui est un Aragonais, qui est conseiller auprès du pape Grégoire XI, et que Monnier affirme que André du Pape le rencontre. Donc André du Pape rencontre Pedro de Luna, bon, c'est son nom espagnol, hein, son nom aragonais, il deviendra le pape Benoît XIII. Mais il est connu à l'époque sous le nom de Pedro de Luna. Et ce Pedro de Luna est le plus grand collectionneur de livres de l'époque. Et là, on est en 1375. Ouais, ok. On est toujours au 14e. Là. Voilà, on est toujours au 14e. C'est au moment où André du Pape va devenir, j'allais dire, le futur abbé. Il est en train de négocier sa candidature. Donc il va voir l'évêque, il va tourner, il va à Mons, et on lui dit il faut aller à Rome. À Rome, il n'y a plus de pape à Rome, ils sont à Avignon. Tu te rends à Avignon, et c'est là qu'on va appuyer ton élection. Monnier raconte et donc explique tout ce que donne André du Pape, l'abbé de Cambron, pour appuyer ses demandes, pour appuyer ses dires. Parce que la comptabilité de l'abbaye a conservé toutes les sommes qui ont été versées au pape et dans l'entourage du pape pour obtenir son élection. C'est énorme. Alors, bon, on pourrait les lire, hein, c'est assez fastidieux, hein, mais voilà, donc Marc Noël est un ancien, c'est un monsieur qui a fait une monographie de l'abbaye de Cambron, rapporte que les voyages qu'il fit à Avignon, son séjour dans cette localité et la cérémonie de sa bénédiction entraînèrent une dépense de 2000 livres. C'est absolument faramineux pour l'époque. Il avait payé aux officiers de sa sainteté 800 francs, au cardinal de Cîteaux 100 francs, pour sa bénédiction 115 francs, et enfin à d'autres officiers 127 francs. Voilà. Donc, visiblement, André du Pape n'a pas lésiné sur les moyens sonnants et trébuchants pour acheter son élection, ou pour l'appuyer. On ne va pas non plus faire un procès d'intention à ce monsieur, mais pour appuyer son élection. Alors, c'est ici, j'allais dire qu'on n'a pas de preuves, je n'ai pas de preuves, mais j'allais dire que l'histoire que je vais raconter ce soir, elle se tient tellement que ce que je vais dire maintenant est plausible et sans doute probable. Moi, j'affirme, ou je dis, ou j'avance, qu'André du Pape, connaissant l'amour, que Pedro de Luna, le conseiller du pape, Grégoire XI, qui est également un bibliophile, c'est également un collectionneur de livres, l'amour qu'ils ont pour les livres, il se dit, je vais offrir un manuscrit qui a une valeur exceptionnelle, qui a été écrit il y a 75 ans dans notre abbaye. Les manuscrits de Cambron ont été réputés pour leurs enluminures, hein, on en parlera au XXe siècle, on en parle encore maintenant, ces manuscrits de Cambron. Pour appuyer mon élection, je vais te donner un livre qui traîne dans la bibliothèque depuis 70 ans. Et il prend donc le texte écrit par Yves de Lessines, qui était posé dans les rayons de la bibliothèque de l'abbaye, il se rend en Avignon avec, et pour appuyer sa candidature, il l'offre à Pedro de Luna. Voilà, ça c'est, j'allais dire, c'est un... J'ai pas la preuve, j'en ai pas la preuve, je vous dis, c'est l'histoire que je vais raconter qui va clôturer, j'allais dire, cette histoire et qui va dire, effectivement, c'est tout à fait possible. Parce que maintenant, on va considérer que le livre écrit par Yves de Lessines, alors je vais le dire tout de suite, parce qu'après, je ne sais pas si on en reviendra, mais, et là, Rudy pourra peut-être donner des éléments. Donc on parle des Templiers, hein, dans ce livre, évidemment, hein, l'ordre du Temple est cité, je ne sais plus combien de fois, et on parle également d'alchimie. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait par une collaboratrice de Rudy, sur l'alchimie qui est toujours présente, hein, dans les centuries. Or, Pedro de Luna faisait acheter des livres alchimiques et des livres relatifs aux Templiers, parce qu'on a la liste de tous les livres que possédait Pedro de Luna. Donc il aurait totalement pu être intéressé par un livre écrit sur la fin des Templiers, qui parlait d'alchimie et qui en plus avait une valeur inestimable. Je considère que André du Pape a donné, pour appuyer son élection, le manuscrit qui se trouvait à Cambron, à Pedro de Luna, qui à l'époque se trouve à Avignon. Et on se rapproche beaucoup plus de Saint-Rémy de Provence. Voilà.
On n'est pas. Mais le livre va faire encore un périple dans toute l'Europe, parce que l'histoire n'est pas finie. L'histoire va continuer. Le livre, pour que le livre arrive chez Nostradamus, enfin chez le grand-père de Nostradamus, il faut qu'on ait des gens. Pedro de Luna est mort bien avant. Il n'a pas pu rencontrer le grand-père de Nostradamus. Pedro de Luna est déjà âgé. Hein, il va être. Alors on va parler un peu de cet antipape formidable, hein, qui est un antipape grandiose, hein, qui est. Je ne sais pas ceux qui ont lu le livre l'anneau du pêcheur. Ah oui. Hein, l'anneau du pêcheur de. Oh, son nom m'échappe. Celui qui a écrit Le Camp des Saints. Ça va me revenir. Ça va revenir. Ouais, ça va me revenir. J'ai oublié son nom. Bref, le Pedro de Luna a une histoire extraordinaire, puisqu'il va devenir pape. Puisque là, donc, on va raconter brièvement son histoire. Là, nous sommes en 1375. C'est Grégoire XI, donc, qui est pape. Et sur l'intervention de plusieurs saintes, hein, on va retourner à Rome. On vous rappelle que les gens étaient à Avignon pour des raisons de sécurité. Hein, parce qu'il y a de grands troubles dans la ville de Rome. Donc les papes s'étaient réfugiés à Avignon, ils vivaient bien, ils se promenaient. Hein, la Provence était agréable, donc ils ne voulaient pas retourner. Et il y a eu une cabale qui a été mise, tout à fait. Hein, qui a été faite pour les faire retourner à Rome. Hein, Sainte Catherine de Sienne. Hein. Oui, et la sainte suédoise, la voilà. s'appelle-t-elle, etc. Il y a eu tout un mouvement induit par, je vais dire, les factions religieuses qui voulaient échapper à l'emprise du roi de France pour retourner à Rome. Il y avait aussi l'appel des Romains, parce qu'évidemment la papauté, c'était la richesse de Rome, et Rome sans sa papauté devient une ville misérable. Hein, tu vois, il y a une pression complète, constante, sur le pape pour retourner à Rome. Mais en fait, les papes ne veulent pas y retourner, on va devoir passer par des antipapes. Et quelle est la définition d'un antipape? C'est un pape qui est l'antipape d'un autre antipape. Par définition. Oui. Par définition. Donc, Grégoire XI va retourner à Rome, et ce sera Pedro de Luna, qui à l'époque n'est pas pape, et n'a pas tellement envie d'être pape, parce qu'il est déjà assez âgé, va s'occuper de la logistique. Hein. Donc c'est lui qui va s'occuper de transférer tout ce qui se trouve à Avignon, et les papes sont restés assez longtemps à Avignon, ils sont arrivés, je crois, il y a près une centaine d'années, une petite centaine d'années, parce qu'ils reviendront après. Mais c'est donc c'est Clément V qui s'est installé, enfin le successeur de Clément V, Jean XXII, oui. qui s'est installé à Avignon. Hein. Donc ça date de 1315, 1320. Hein. Donc, le transfert du pape va durer plus d'1 an, hein, ça va être compliqué, il va hésiter, pour en finir il va arriver à Rome. La ville, contrairement à ce qu'on lui avait dit, n'est pas pacifiée, les factions se battent toujours, en plus il meurt rapidement en arrivant. Hein, il y a une nouvelle élection qui est faite, cette élection auquel participe donc Pedro de Luna, hein, qui participe également pour faire élire le pape. Le conclave se passe dans une ambiance catastrophique, des bandes armées rentrent dans les locaux du conclave où se passe le conclave pour élire un pape romain, enfin donc c'est même pas un romain mais pour élire un pape italien. Bref, c'est assez acrobatique, j'allais dire, comme conclave, ce qui fait que le pape qui est élu n'est pas un pape qui est reconnu, encore une fois, notamment n'est pas reconnu par Pedro de Luna. Hein, Pedro de Luna qui n'accepte pas que le pouvoir royal intervienne dans les affaires de l'Église. Hein, c'est ce qu'il fera, c'est Jean Raspail, l'auteur de l'anneau du pêcheur. C'est Jean Raspail. Hein, donc voilà, donc il n'accepte absolument pas que le pape élu soit représentatif de l'Église, de représenter les cardinaux, et il retourne. Donc il y a une période assez confuse, hein, il y a une période assez confuse à Rome à ce moment-là. Pedro de Luna est élu pape sous le nom de Benoît XIII, et il retourne à Avignon. Donc il retournera à Avignon, ce qui fait que la bibliothèque papale, où on suppose
que se trouve le livre d'Yves de Lessines, n'a même pas eu le temps d'arriver à Rome. Hein. Tout est resté à Avignon, dans les châteaux des papes, puisque le retour à Rome a été très très court. À l'époque, Pedro de Luna est supporté par le roi d'Aragon, et selon les intérêts, le roi de France parfois le supporte, le roi d'Écosse le supporte. Bref, il est relativement, j'allais dire, soutenu. Hein, sauf, il y a l'empereur d'Allemagne qui, lui, préférerait avoir un pape qui ne soit pas dépendant du roi de France, puisqu'il retourne à Avignon et qu'il est de toute manière, de l'autre côté du Rhône, il y a les armées du roi de France, ce qui fait que Pedro de Luna sera toujours suspecté, ne sera jamais reconnu par toute la chrétienté comme étant un pape. Et très vite, il se retrouvera face, alors lui il se considère comme le pape, donc il dira face à des antipapes, et évidemment en fonction de l'importance des alliés, des accords entre alliés, sera soit l'antipape, soit le pape le plus représentatif. Donc il y aura même pendant un moment 3 papes, hein, puisqu'il y aura les gens qui reconnaissent Pedro de Luna comme pape sous le nom de Benoît XIII, notamment le roi d'Aragon. Il y aura les urbanistes et il y aura même les conciliaristes, puisque la troisième faction chrétienne souhaitait faire un concile et de réconcilier tout le monde, d'annuler les 2 papes et dire on va revoter et il y aura un 3e pape. Voilà. Et Pedro de Luna s'est toujours opposé d'une manière relativement ficelle d'ailleurs à cette solution. Et on n'arrivera jamais, j'allais dire, on y arrivera, mais bien plus tard. Hein, et c'est à ce moment-là que commence ce qu'on appelle le grand schisme. Ah, le grand schisme. Alors, c'est même pas une question de... C'est un schisme qui ne se fait pas d'une manière idéologique. Hein, il n'y a pas de différence idéologique entre les différents papes. Okay. Aucune. Ils sont tous... il n'y aura d'ailleurs pas de séquelles, j'allais dire. Hein. Par contre, ils ont des appuis différents. Il n'y a que des intérêts. Voilà, que des intérêts différents. Donc, alors, on va parler de la bibliothèque un peu. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il essaie de se maintenir en tant que pape, Pedro de Luna organise sa bibliothèque. Hein, il organise sa bibliothèque. Alors, la bibliothèque d'Avignon, ils font des travaux. Il y a plusieurs bibliothèques. Il y a 3 bibliothèques. Il y a une bibliothèque portative, hein, qui garde auprès de lui. Il y a une bibliothèque qu'il a près de sa chambre, hein, qui lui permettent d'étudier. Et après, il y a une bibliothèque qui est à l'usage des prélats et des gens qui travaillent au Vatican. Alors, on connaît bien, hein, on connaît bien les manuscrits latins, hein, qui ont appartenu à Pedro de Luna, à Benoît XIII, parce que bon, ils ont été étudiés, et parce que surtout, du temps de Grégoire XI, hein, c'est-à-dire le pape, alors, pas le pape juste avant Benoît XIII, mais le pape qui précède Urbain. Merci beaucoup. On avait commencé à mettre en place ce qu'on appelle des catalogues. Avant, il y avait des livres qui étaient dans la bibliothèque papale, mais bon, on savait à peu près ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'inventaire. Voilà, il n'y avait pas d'inventaire. Voilà. À partir de cette époque-là, voilà, à partir de Jean XXII, hein, Jean XXII en 1334, et ensuite, après Benoît XIII et Grégoire XI également, on commence vraiment à faire des catalogues qui répertorient tous les livres et qui donnent le titre, qui donnent le nom de l'auteur, qui donnent la place où il se trouve dans la bibliothèque, par comment ça commence, enfin bref, ça devient assez précis. Donc on connaît relativement bien les manuscrits latins qui sont dans la bibliothèque de Benoît XIII. Et voilà, avant d'être pape, il en avait déjà 200. C'est énorme. 200 manuscrits à cette époque-là, c'est énorme. Il y a des rois qui n'avaient pas 200 manuscrits dans leur bibliothèque. Lui, il n'est rien du tout. Il est simplement cardinal d'Aragon. Il a déjà 200 ouvrages. Quand il va mourir, il y aura à peu près 2500 ouvrages dans sa bibliothèque. Hein? C'est phénoménal. Phénoménal. Il a passé sa vie à enrichir sa bibliothèque. Et il n'a pas eu une vie de tourpeau. Il est élu déjà, il a plus de 60 ans. C'est pour ça qu'au début, on dit trop rien, on le laisse. Hein. C'est un peu comme parler de Jean XXII, Rudy. On va attendre qu'il meure. Bon, sauf qu'il règne 30 ans, quoi. Il va mourir à 90 ans. Hein, donc, il a une vie qui n'est pas facile. D'abord, il est à Avignon. Pendant quelques années, ça va relativement bien. On essaie de trouver une solution. Donc, les affaires se passent relativement bien. Jusqu'au jour où il est pas pris en otage, mais il est le roi de France met le siège, hein, devant Avignon. Et il est prisonnier dans son château. Il va d'ailleurs s'échapper de son château, déguisé,
pour rejoindre d'abord la Provence où les papes il y a les États pontificaux, donc ils avaient des terres, il les rejoint, et ensuite il ira à Marseille. Il va s'installer au château Saint-Victor à Marseille, où il va rester quelques temps, et on va lui demander de partir, parce qu'encore une fois, il y a la pression de l'empereur d'Allemagne, du roi de France, bref, c'est assez compliqué. Donc on lui demande de partir, et c'est là où il devient le pape de la mer. C'est-à-dire qu'il va s'installer, c'est une galère, il va essayer d'arriver, il va essayer de s'installer, d'aller rentrer à Gênes, on va lui empêcher de rentrer. Bref, il va passer sa vie quasiment sur la mer, alors il aura plusieurs galères, et il aura une galère où il n'y aura que sa bibliothèque. Il y aura des caisses avec sa bibliothèque. Dans une des galères, lui vivra dans une autre, et sa suite vivra dans une troisième. Sa bibliothèque a été, j'allais dire, c'était plus important que sa vie quasiment, à Pedro Luna. C'est pour ça que je pense vraiment qu'André Dupape a pu lui donner un livre de valeur, et que lui a considéré ça comme un vrai cadeau, comme une vraie richesse. C'est sa vie, j'allais dire, qui prouve un peu, c'est sa vie et sa passion pour les livres qui font qu'on peut croire à cette idée qu'il ait accepté le livre qui venait de la Bible. Mais bon, prendre la poudre d'escampette comme ça, avec 2500 livres, c'est certainement pas possible non plus. Hein. Non, il n'y avait pas 2500 livres. Il avait sa bibliothèque portative sur son bateau. Les autres étaient restés à Avignon sous la protection de son neveu qui s'appelait Rodrigue de Luna, qui était un soldat et qui l'a suivi toute sa vie, qui a suivi d'ailleurs, il est plus jeune que lui, donc on parlera de lui encore après la mort de Pedro de Luna. Mais Rodrigue de Luna a protégé le château. À partir du moment où Pedro de Luna avait quitté la cité des papes, j'allais dire, le roi de France n'avait plus de raison d'investir à Avignon. Voilà. On a dit on va d'abord changer de pape, on va d'abord se mettre d'accord sur un pape avant de récupérer les livres et les différents éléments du trésor. Alors donc il va devenir le pape de la mer, il va rester assez longtemps sur la mer, et pour en finir, les différents souverains de l'époque vont proposer de faire un concile à Perpignan, pour essayer de régler ce problème une dernière fois, enfin définitivement, dire voilà, on va choisir on va choisir un pape, et chacun va se soumettre, j'allais dire, à l'avis de tous. Tous les papes qui étaient, les différentes factions qui à l'époque étaient en présence acceptent le principe. Pedro Luna se rendra d'ailleurs à Perpignan, il se rendra en Catalogne, il va s'installer là-bas longtemps, il va préparer le conclave, mais il va le préparer un peu, ce sera ressenti comme ça, pour se faire confirmer pape. C'est-à-dire comme si Perpignan était devenu la nouvelle ville papale et qu'il allait recevoir les différents souverains, les différents papes potentiels, les antipapes potentiels, qui allaient reconnaître sa souveraineté et le fait qu'il soit pape. Donc ça ne marche pas, j'allais dire, le concile n'a pas lieu, ça ne résout rien. Il y a toujours un pape à Rome, et il y a toujours Pedro de Luna qui traîne un peu dans toute l'Europe. Il finira par se retrouver dans une citadelle templière à Peñíscola, qui est en Aragon, qui appartient au roi d'Aragon, qui est devenu son dernier soutien. C'est son dernier soutien. Le roi d'Aragon était marié avec quelqu'un de la famille, je crois que c'est la sœur de Pedro de Luna. C'était un Aragonais, c'est le cardinal d'Aragon. Donc le roi d'Aragon était de la famille du pape Benoît XIII. Donc il lui permet de diriger la chrétienté de Peñíscola, qui est une presqu'île, qui est absolument... Alors bon, je sais pas, maintenant il y a une ville autour, mais à l'époque ça devait être quelque chose d'assez... pas terrifiant, mais c'est une bâtisse telle que les Templiers les faisaient. C'est un fort qui est perdu, qui est dans la mer sur une presqu'île avec rien autour. Ça devait pas être très, très gai la vie là-bas à Peñíscola. Mais toujours est-il que le pape Pedro de Luna va s'installer à Peñíscola et va diriger la chrétienté de Peñíscola. Et en même temps, il va organiser le transfert de ses livres par des galères qui remontent le Rhône jusqu'à Avignon. Il se charge la nuit avec les livres, puisque son neveu est toujours à Avignon. Il charge les livres dans des galères qui reviennent à Peñíscola. Et il va reconstituer sa bibliothèque dans sa forteresse de Peñíscola. Et pas tous, mais quasiment tous les livres qu'il avait à Avignon vont se retrouver à Peñíscola. Voilà, donc, encore une fois,
vous dis, j'ai toujours pas la preuve que le livre, je vous ai pas convaincu que le livre était dans les 2000, je crois qu'il restait 1900 livres qui sont arrivés à Péniscola, que le livre de Lessine faisait partie de ces 1900, mais pourquoi pas, on retrouve dans un des catalogues la mention d'un livre qui parle de l'histoire de la fin de l'ordre du Temple. Sans auteur, donc ça pourrait totalement être, ça peut être autre chose également, mais ça pourrait totalement être le livre d'Yves de Lessine. Donc notre pape va finir par mourir, les meilleures choses ont une fin, là, qu'est-ce que vous voulez, et donc je ne voudrais pas, comment dirais-je, inonder, j'allais dire, les gens avec des dates, parce que quand on parle d'histoire, souvent on donne des... Mais c'est bien aussi de se situer, quand même. Ouais, voilà. Donc, Pedro de Luna va mourir. Donc, André du Pape va être élu. André du Pape, celui qui a donné le livre, il va être élu abbé en 1376 et il va mourir en 1398. On reconnaîtra qu'il a fait beaucoup de travaux et qu'il a notamment, et c'est une des raisons qui m'avait fait penser qu'il aurait pu connaître le livre d'Yves de Lessine, c'est que nous dit donc M. Monnier, qui fait la monographie au XIXe siècle, il termina plusieurs ouvrages que ses prédécesseurs, à cause des troubles, n'avaient pu achever. Donc il a terminé les manuscrits qui étaient posés dans la bibliothèque de Cambron, dont, quoi qu'il arrive, il connaissait le texte d'Yves de Lessine, puisqu'il l'a vu, il a regardé, il était terminé, mais il le connaissait. Et il avait sans doute vu l'intérêt qu'on pouvait y trouver. Alors Pedro de Luna, lui... J'aime bien cette réflexion qui vient d'être faite, parce que c'est une réflexion qu'on disait il y a quelques années, sur Nostradamus. Il a trouvé un intérêt à ce qu'il y avait dans ce livre. C'est marrant. Mais quand on lit, alors c'est évidemment, c'est Rudy Cambier qui dit dans son livre, il dit mais pourquoi? Mais ce livre est extraordinaire. Il dit j'ai jamais lu un texte comme ça. Ouais. Alors c'est vrai, quand on lit en essayant de rechercher des relations avec le 11 septembre ou avec je ne sais quoi, on ne trouve pas le sel. Mais dès qu'on le lit et qu'on lit certains vers de 10 syllabes, et quand on voit tout ce que disent ces vers, c'est vrai que c'est un livre qui est étonnant. Tout à fait. C'est une œuvre absolument unique dans l'histoire de toute la littérature du monde. Il n'existe pas d'ouvrage qui est constitué de 4000 énigmes. C'est extraordinaire. C'est un texte qui est lu, qui est compris à 3 ou 4 niveaux. Essayez un peu de trouver ça, ça n'est pas... Parce que chaque vers est une énigme. Chaque vers est une énigme, dans le style de l'énigme. Tout à fait. Et donc, et chaque vers a au moins 3 niveaux, 2 niveaux historiques et un niveau templier, je veux dire. Tu vois, plus évidemment les différents aspects. Tu parlais tantôt du travail de Geneviève Moulignot qui étudie, disons, le côté alchimique qui transparaît dans les centuries. Là, je veux préciser qu'en fait, les centuries ne sont pas un message alchimique. Un auteur travaille avec ses outils. Et Yves de Lessine est un alchimiste, manifestement, et il est un historien aussi. Donc, il va utiliser et l'histoire qu'il connaît, et les mots, les termes d'un alchimiste pour composer ses vers. Nous savons donc, en étudiant les centuries, on trouve tout un vocabulaire alchimiste. Donc, l'auteur connaît l'alchimie. Il la connaît très bien, ce qui n'est pas le cas de Nostradamus. Tu vois, chaque fois qu'on peut typer l'auteur des centuries, on s'éloigne d'une rédaction par Nostradamus. Les quatrains qui ont été repris par Nostradamus, eux, on ne retrouve pas dans ces quatrains l'idée alchimique. Dans les quatrains que Nostradamus publie, par exemple, dans ses pronostications, ses almanachs, etc., qui manifestement sont de sa main, montre quelqu'un qui n'a aucune formation en alchimie, quelqu'un qui a peu de culture, quelqu'un qui ne sait pas écrire, quelqu'un qui, comme disaient les gens du temps, ne sait même pas compter les pieds de ses vers.
Alors que lorsque vous prenez l'écrit des centuries, ça jure, c'est d'une beauté formelle extraordinaire, tout ça est remarquablement calculé, c'est un grand auteur. Donc entre quelqu'un qui écrit comme un cochon et un grand auteur, il y a une dichotomie, ce n'est pas le même. Tout à fait, oui. Et donc, voilà, différents aspects, par exemple, on sait que Yves de Lessines était l'astronome de Cambron. On a encore une table astronomique de sa main, qui existe à Bruxelles. Or, disons, les manifestations astrologiques, lorsque Nostradamus se risque à faire de l'astrologie, il y a différentes anecdotes qui montrent que ce gars est vraiment un crétin en astrologie. Il ne parvient pas, il n'a jamais compris, par exemple, que le méridien, ça existait. C'est un auteur du XVIe siècle qui, un jour, a écrit « Moi, je parie que sur la table de Nostradamus se trouve tel traité d'éphéméride qui est publié à Venise. » Pourquoi? Parce que lorsque Nostradamus donne des positions d'astres, elles sont toujours erronées. Et le gars, en regardant ça de près, constate que l'erreur, c'est entre le méridien de Salon-de-Provence et le méridien de Venise. Eh bien, il avait bingo. Hein. Donc on a retrouvé l'origine du texte à venir. Absolument. Donc on a pu prouver que c'était vraiment une éphéméride publiée à Venise qui se trouvait sur la table de Nostradamus, mais il ne savait pas qu'il devait appliquer une correction de méridien. Il ne sait pas que le méridien existe. Or, dans les centuries, nous avons des notations astronomiques extraordinairement précises. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'histoire de l'éclipse, par exemple. Ah oui, c'est fabuleux. Le grand roi des frayeurs, oui. L'éclipse de 99. Oui, quelqu'un qui prédit une éclipse 700 ans à l'avance, il en connaît un bout en astronomie. Et puis il y a un tas de notations que Jean-Philippe Laouste a repris dans son bouquin sur les positions des étoiles, des comètes, des machins, des trucs. Ça échappe tout à fait à Nostradamus, ce machin-là. Mais que le livre soit parvenu entre ses mains, en tout cas, Philippe Duquesnoy nous donne une hypothèse vraisemblable. Il se plaignait de ne pas avoir de preuves. J'attire l'attention sur le fait qu'en histoire, comme dans beaucoup de sciences, il n'y a pas de preuves. Les seules preuves qu'on peut qualifier de preuves existent dans les sciences dures. Ailleurs, on n'a que des indices. Un acte de notaire, ce n'est pas une preuve, c'est un indice. Et les historiens, je vais dire, dans la tradition de l'académiquement correct, ont une fâcheuse tendance à nier l'existence de ce qu'ils ne connaissent pas, ou ils nient l'existence de ce qui n'est pas attesté par un papier. Je ne vois pas, moi, d'objection majeure au fait que le livre d'Yves de Lessines aurait pu aller par le chemin qu'a dit Philippe, de Cambron à la Provence. Pas du tout. Ça me paraît tout à fait défendable. Ok. Ben voilà, Philippe, voilà, contenté de cet avis. Appui, ouais. Alors en plus, je ne sais pas si tout le monde connaît le théorème de, je ne sais pas si on peut dire que c'est un théorème, mais cette phrase de Rick Castle qui dit que quand une histoire est belle, elle n'a pas besoin de preuves. Voilà. Et l'histoire que je raconte est belle, donc elle n'a pas besoin de preuves. Tout à fait. Voilà. Donc, pour redonner, hein, vous me demandiez de situer un peu au niveau date ces affaires. Donc, en 1411, Benoît XIII arrive à Péniscola et il décède dans 1422. Voilà, donc il restera 11 ans à Péniscola, seul contre tous, avec seul le roi d'Aragon qu'il soutient. Et encore, le roi d'Aragon, parfois, il a des intérêts en Italie, hein, le roi d'Aragon, donc parfois, il ne le soutient plus parce qu'il voudrait avoir l'appui du pape qui est à Rome. Voilà. Mais il restera contre vent et marée, un pape extraordinaire. Donc le livre dont je parlais tout à l'heure de Jean Raspail considère que c'est un pape, c'est le dernier pape du Moyen-Âge, pré-Renaissance, qui soit un pape représentant de la chrétienté, et non pas un représentant du pouvoir royal, du pouvoir politique.
Voilà. Et j'en parlerai un peu après, l'anneau du pêcheur imagine une suite à Benoît XIII. Hein, il imagine une suite qui n'existe pas, mais lui, dans son roman, il écrit un roman là-dessus. Donc en 1422, c'est la mort de Benoît XIII. Et alors, bon, on garde le secret sur la mort du pape, parce que justement le roi d'Aragon est en Italie, et on veut savoir comment faire, on sait pas exactement, donc on garde le secret de la mort du pape jusqu'à ce que le roi d'Aragon rentrera en Catalogne. En 1423, il y a un Clément VIII qui est élu pape à Péniscola, donc qui est le successeur de Benoît XIII. Bon, mais il est élu par quelques cardinaux, il n'a absolument aucun soutien, bon, il n'y a rien. Mais la cour papale continue à vivre. La cour papale est à Péniscola, là ils n'ont plus aucun appui, ils n'ont plus que les livres et le trésor des papes pour survivre. Et il faut entretenir les soldats, il faut entretenir les Suisses, il faut entretenir pas mal de choses, les prélats qui sont là. Et cette bibliothèque va être dispersée. Les livres vont être vendus. Alors, dans leur... bon, ils ont fait ça pas d'une manière, j'allais dire, pas utile, mais enfin, il fallait qu'ils continuent à vivre, il fallait que la cour de Péniscola vive. Donc, on a quand même gardé les noms des gens avec qui on a vendu. Donc, on a gardé des textes, des catalogues, en disant, voilà, on a vendu tel livre à tel évêque, à tel roi, avec les sommes à côté, pour justifier un peu, j'allais dire, du trésor qu'on avait récupéré, et pour dire, voilà. Donc, on a pu récupérer une partie de ces livres. Alors, qui a pu récupérer une partie de ces livres? Donc, c'est un nommé Pierre de Foix, qui, en 1425, est nommé légat du pape en Avignon, avec les pleins pouvoirs pour régler la situation. C'est-à-dire, on lui dit, Pierre de Foix, hein, il n'est pas loin, Foix, c'est pas très loin, il dit, il faut, ça fait 70 ans que ça existe, cette histoire, il faut à tout prix, il faut tout régler. C'est-à-dire récupérer la bibliothèque, les trésors de l'Église, la dynastie de Péniscola, enfin, pas la dynastie, mais les papes de Péniscola, il faut arrêter avec eux. Il emploiera la force, hein, il en mettra en prison, il va tuer des gens. Donc Pierre de Foix a les pleins pouvoirs du pape pour intervenir. Mais il n'a pas les pleins pouvoirs du roi d'Aragon. Et il doit intervenir en Aragon. Donc il y aura une longue période où Rome demande à Pierre de Foix d'intervenir et où le roi d'Aragon lui interdit d'intervenir à Péniscola puisqu'il est sur ses terres. Ça va finir par s'arranger. Donc, en fait, le roi d'Aragon négociait des avantages en Italie. Hein. C'était pas pour les beaux yeux des successeurs de Pedro de Luna. Et arrivera un moment où le roi d'Aragon permettra à Pierre de Foix de régler ce problème de Péniscola. Et il récupère. Donc, il arrivera, il trouvera, il n'y aura presque plus de livres. Hein. Il trouvera des livres, donc il fera un inventaire. Il dira où sont les autres. Bon, on a dû les vendre. Et il va s'engager à récupérer tous les livres qui ont été vendus, qui ont été volés, qui ont été prêtés, puisqu'on avait les noms des gens qui avaient récupéré ça, et puis en plus, donc il dit oui, c'est lui qui l'a, c'est tel prélat qui est parti, qui l'a utilisé. Et Pierre de Foix, pendant plusieurs années, 4-5 ans, va récupérer, mais il va vraiment les récupérer. Il va aller les chercher, il va les acheter quand il faut, il va les récupérer par la force quand il faut, pour reconstituer une grande partie de la bibliothèque de Péniscola. La bibliothèque qui avait été la bibliothèque papale qui avait été donc principalement constituée par les apports de Benoît XIII et de Grégoire XI. Cette bibliothèque sera il manquera 600 volumes, je crois. Hein, donc, quand même. Ouais, voilà. Alors, une grande partie a disparu. Il va se retrouver avec cette bibliothèque et une grosse partie du trésor hein, qu'il va récupérer à Péniscola. Et pour prix de son travail, on va lui donner les livres. Il va rendre le trésor à Rome et il va pouvoir garder les livres. Et alors les livres, c'est pas pour lui. Les livres, c'est pour mettre au collège de Foix, qui se trouve à Toulouse, hein, qui était donc un collège à l'époque, c'était un pensionnat en fait. Hein, c'était un hôtel où les collégiens de Foix, qui allaient à l'université à Toulouse, logeaient. Hein, c'était pas une école, donc ils logeaient là et on leur mettait une bibliothèque. La bibliothèque du collège de Foix est célèbre. Hein, il y avait un règlement très précis, mais la bibliothèque de Foix n'était pas construite à cette époque-là, en 1429. Elle n'était pas construite. Cette bibliothèque, le collège de Foix était en construction, ce n'était qu'une idée. Donc, en attendant que les livres puissent être mis à Foix, à Toulouse, le cardinal les a gardés chez lui.
le cardinal de Foix a gardé, a mis la bibliothèque en attendant, vraiment, de toute manière, ils iront ensuite, c'était pas une mauvaise excuse vis-à-vis de Rome, le collège n'était pas construit. Donc voilà, je rappelle un peu comment ça s'est passé. Yves de Lessines meurt, son livre est dans les rayons de la bibliothèque de Cambron. Pour se faire élire, André de Bruxelles a besoin de présents et d'argent. Il donne ça à quelqu'un qui peut vraiment l'appuyer, qui est le légat du pape, passionné de livres. Il devient donc André du Pape. C'est officiel, ça, c'est écrit. Pedro de Luna, toute sa vie, gardera comme la prunelle de ses yeux tous ses livres. Il va mourir à Péniscola, où malheureusement on est obligé de vendre les livres simplement pour survivre, parce qu'on n'a plus de subside de personne. Plus personne ne paye les livres, plus personne ne paye la gabelle dès que Benoît XIII est mort. On tombe sur un passionné de livres, Pierre de Foix, qui lui aussi est un bibliophile accompli et qui va aller rechercher jusqu'au fin fond de l'Espagne les bouquins qu'on a volés à la bibliothèque papale pour reconstituer une bibliothèque. Cette bibliothèque, en attendant qu'elle puisse être mise à Foix, il va la mettre chez lui. Voilà. Et là, on a un catalogue aussi. Ah oui, on a des catalogues de la bibliothèque qui va quitter Péniscola. Le cardinal de Foix, Pierre de Foix, Pierre est cardinal, je dis Pierre de Foix, mais c'est le cardinal de Foix qui est le légat du pape. Et donc il y en a tous les 5 ans quasiment, des catalogues. Donc on a toujours, dès qu'il trouve quelque chose, il indique, on l'a récupéré, ils mettent les prix, ils mettent les choses. Donc voilà. Donc nous sommes dans le château de Foix. Il y a la bibliothèque et, je prétends, le livre qui a été écrit par Yves de Lessines. Et donc, c'est ici, j'allais dire, le nœud de ma proposition. C'est maintenant où ça intervient, où j'allais dire, où tout se noue. C'est que c'est le cardinal de Foix qui va convertir le grand-père de Nostradamus à la chrétienté. Ça, c'est important. Oui. Donc, vous voyez, le livre a quitté Cambron. Il a juste fait le voyage jusqu'à Pedro de Luna. Pedro de Luna l'a gardé toute sa vie. Il est mort. Il a été récupéré par celui qui va convertir le grand-père de Nostradamus, qui est juif, et qui va lui donner le nom, d'ailleurs, Pierre de Notre-Dame. Alors, Rudy Cambier, quand il écrit son livre, il ne connaît pas cette histoire. Il ne connaît pas cette histoire. Donc quand on recherche et quand on trouve ces coïncidences, c'est énorme. Il y a 250 ans, et il y a 3 personnes au Moyen-Âge. 3 personnes passionnées par les livres, qui se connaissent, qui se transmettent une bibliothèque. Et on a un gars qui s'appelle Michel de Notre-Dame, dont on dit qu'il a trouvé un bouquin. Le texte, la phrase exacte, c'est... Oui, il a trouvé d'anciens livres il y a une... rabouté sans ordre, etc. Voilà, donc je vais retrouver la phrase exacte qu'écrit Nostradamus dans l'Épître à César, où il dit qu'il a trouvé des livres, et on suppose que c'est dans la bibliothèque de son grand-père, et son grand-père a été, baptisé, il est devenu chrétien grâce à l'intervention du cardinal de Foix. C'est pour ça que je dis il faut raconter toute l'histoire pour admettre qu'elle soit possible. Voilà. De plus, Nostradamus fréquentera, bien évidemment, la famille de Foix. Après, bon là c'est le grand-père de Nostradamus, Pierre de Notre-Dame, mais Nostradamus, quand il sera adulte, se promènera et il écrira d'ailleurs son livre, son traité sur les fardements et les confitures. Au cardinal de Foix, qui est un descendant donc de Pierre de Foix. Donc voilà, j'allais dire, le trajet qu'a pu prendre ce manuscrit écrit à Cambron. Donc voilà, alors bon, on n'y croit pas, mais c'est une solution, j'allais dire, c'est une solution qui permet à des gens comme Rudy et au professeur Laousse, c'est-à-dire de travailler avec, pas l'esprit dégagé, mais on a une solution pour dire voilà comment Nostradamus a trouvé, comment ce livre est arrivé sur la table de Nostradamus. En tout cas, moi je suis très très séduit par le travail de Philippe Duquesnoy, qui est vraiment quelque chose de très fouillé,
et qui, pour moi, me paraît être une vérité, je ne veux pas dire attestée par des écrits, mais tout à fait vraisemblable. C'est une histoire à laquelle j'adhère. D'autant plus qu'on a, on a étudié beaucoup. Alors ces catalogues, généralement, ils sont écrits en. Oui, tout ça est très fouillé, très bâti. Hein, voilà, donc on pourrait. L'histoire que tu racontes est passionnante. Voilà, mais je sais tout le travail qui est derrière. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que les catalogues n'ont pas encore. C'est-à-dire, personne n'a lu ces catalogues en disant je vais trouver le texte de Nostradamus. Oui. Donc à la bibliothèque de Barcelone, par exemple, où on a trouvé un catalogue où, donc là, c'est Touzeau qui l'écrit. Touzeau écrit que dans son catalogue, on trouve des textes où Pedro de Luna montre son intérêt pour la fin de l'ordre du Temple. Oui. Voilà, bon, ça ne veut pas dire que c'est le texte d'Yves de Lessines, mais il dit ça. Mais il y a 2500 titres. Sur ces 2500 titres, je ne sais plus comment Rudy, tu dis dans ton livre, comment le livre d'Yves de Lessines pourrait être décrit. Ouais, parce qu'on a trouvé un texte à Mons. Oui, bon, donc c'était l'œuvre, une œuvre en forme de poème d'un inconnu. Je ne sais plus exactement. Voilà, donc dans le livre de il y a quelques années, donc il écrit qu'on a trouvé un catalogue, on disait qu'on a trouvé, et ça pourrait tout à fait être ça, puisque ça a été trouvé à Cambron. Mais évidemment, s'il est marqué la même chose dans un texte, dans un catalogue qu'on trouve à Barcelone ou dans les caves du Vatican, il est évident qu'on ne va pas faire tout de suite le lien avec le texte de Nostradamus. Il faut dire aussi qu'au XVe et XVIe siècle, les livres sur la fin du Temple sont totalement absents. Or, je prétends que lorsqu'on lit les Centuries, tout le monde y voit des prophéties. Je dis qu'il faut être le dernier des crétins pour ne pas voir que c'est un texte adressé à un Templier. C'est plein de références aux Templiers, à condition de connaître l'histoire de la fin de l'ordre du Temple. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais. Donc j'étais un crétin, donc avant de dire ce que je n'avais pas vu tout de suite. Oui, non, c'est je comprends. Les Templiers, ils sont décrits de 50 façons différentes, aussi bien par des traits historiques de leur fondation ou de leur fin que par leurs habitudes, leurs vêtements, leurs machins. Nous sommes dans un style de l'énigme, donc on travaille par touche comme du pointillisme en peinture, tu vois. Et donc, voyant l'ensemble du tableau que décrit les Centuries, c'est manifestement un écrit templier. Donc quelqu'un qui au XVe siècle s'intéresse aux Templiers, lui, il va reconnaître un texte destiné aux Templiers. Absolument, ça j'en suis certain. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant, tout à fait, c'est trop flagrant. Il faut être aveuglé par la persuasion qu'il s'agit de prophétie pour ne pas voir que c'est un texte dans un style un peu particulier, mais destiné à des Templiers. Donc quelqu'un qui comme le pape Pedro de Luna, qui a de l'intérêt pour l'affaire, manifestement, ça doit l'intéresser. Et comme ces ouvrages sont extrêmement rares, il est vrai que si on le lui propose, ça l'intéresse. Il prend tout de suite. Ça l'intéresse. Et le candidat, évidemment, de Cambron, ayant étudié, je veux dire, le personnage qu'il doit séduire. Oui, puisqu'il va souvent, il va plusieurs fois à Avignon, il ne va pas qu'une fois. Il connaît évidemment les intérêts de Pedro de Luna et il sait quel manuscrit il va devoir lui offrir. C'est aussi con que ça. Je voudrais revenir sur le grand-père de Nostradamus. Est-ce qu'on a des précisions sur lui, sur ce qu'il aimait, sur ce qu'il faisait? Oui, on connaît relativement bien les ancêtres de Nostradamus, qui étaient des marchands de grains, et qui étaient des négociants. Tout à fait, ça, les documents se trouvent, je veux dire, on a deux sources principales. C'est César, le fils de Michel de Notre-Dame, et c'est le frère de Michel de Notre-Dame qui lui va devenir procureur de Provence et qui lui aussi va commettre des écrits sur l'histoire de la famille. Voilà les deux sources qui
qui nous permettent de connaître les ancêtres de Nostradamus. Parce que c'est quand même toujours intéressant à savoir, et aussi d'imaginer, de voir comment il aurait pris le livre, comment il l'aurait eu peut-être. Ou reçu, ouais. Il est peut-être devenu l'ami du cardinal, je ne sais pas. Oui, il vivait dans le... Peut-être que le cardinal était à court de sous, comme ça arrivait tout le temps au noble, et qu'il lui a donné le bouquin en guise de paiement, comme ça se passait souvent. Mais comment dirais-je, J'ai pas de sous pour payer le coiffeur, je lui ai donné une poule. Alors, bon, je crois pas que le cardinal de Foix ait eu des problèmes. Si, les nobles avaient des... Tous, ils étaient tous dépensiers et tous à court d'argent. C'est général au Moyen-Âge. Et puis le grand-père issu, qui était juif à l'origine, commerçant, certainement. Oui, c'était des commerçants, il était courtier. Courtier en plus. Ouais. Bon, donc il a des devises et tout, peut-être, voilà. Avec le livre en gage, peut-être. Je ne sais pas, mais lorsque tu as un patron qui est vraiment de la haute, il y a des offres qu'on ne peut pas se permettre de refuser. Donc voilà. Alors je ne peux pas donner par contre la source bibliographique de ce que je vais vous dire. Donc son grand-père paternel, Crescas de Carcassonne, 1430-1485, c'est un juif qui tenait sans doute pour son père une des nombreuses boutiques où se vendent choses pour point et autres arts de masculines et féminines d'occasion en Avignon. Voilà, donc ça c'était sans doute Crescas de Carcassonne, avant qu'il change de nom. Il choisit le nom de Pierre de Notre-Dame lors de sa conversion au catholicisme, autorisée par le cardinal Pierre de Foix en 1459. Il réside alors à Malaucène, dans le diocèse d'Orange. On ne connaît pas les véritables raisons qui le poussèrent à embrasser la foi chrétienne. Mais c'est sans doute la sécurité. Non, la raison, c'est d'éviter la taxe sur les maranes. Voilà, les Juifs sont soumis à la taxe des infidèles, et se convertir vous permettait en tout cas de diminuer cette taxe. Voilà, donc en décembre 1464, il épouse en troisième noces Blanche de Sainte-Marie. Pierre de Notre-Dame était vraisemblablement marchand de céréales, avoine et blé, ainsi que dans le commerce de l'argent en Avignon. Voilà, on pense qu'il est mort en 1485. Et dans la seconde moitié du XVe siècle, donc, les Notre-Dame sont devenus plus riches et se sont davantage insérés dans la société chrétienne. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, ils devaient être proches, j'allais dire, de la famille de Foix, relativement proches de la famille de Foix, puisqu'on va retrouver le petit-fils donc, de Crescas de Carcassonne, Michel de Notre-Dame, habitait chez un descendant de Pierre de Foix, qui à l'époque est cardinal c'est le cardinal de Foix qui est cardinal de... il a un nom particulier, bref, ça a peu d'importance. C'est là qu'il va écrire... et qui va dédicacer d'ailleurs son livre Traité des Parlements qui est écrit avant les prophéties. Hein. Oui. C'est le premier livre qui sort, donc il n'a pas encore sorti, il n'a pas encore écrit, entre guillemets, les prophéties, et il dédie donc son livre au cardinal de Foix, et il loge chez lui, et il soigne d'ailleurs, le cardinal de Foix. Donc ils sont visiblement très proches de la famille de Foix, cette famille de Foix qui a hérité, j'allais dire entre guillemets encore une fois, de la bibliothèque des papes, qu'ils ont pris à Péniscola. Il n'y avait plus un livre à Avignon ni à Rome, tout était à Péniscola. Voilà, donc, alors s'ils l'ont donné, ils l'ont échangé, ils l'ont acheté, ils l'ont recopié, qu'importe. Mais voilà, mais c'est quand même, j'allais dire... C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, et il y a quand même des... Je dis, quand j'ai fouillé au Moyen-Âge, on trouve peu de gens qui sont passionnés par les livres. Là, tout le monde dit, tous les textes que vous lisez, vous dites, Pedro de Luna, il avait 176 livres. Vous allez chez Rudy Cambier, vous allez chez... Là, il y a 176 livres. C'est quelqu'un qui a quasiment le plus de livres en Europe. Lui, passionné de livres. Le pape Grégoire XI, passionné de livres. C'est lui qui va encourager l'écriture, c'est lui qui va encourager les frères copistes. Et après, Pierre de Foix, passionné de livres également. Et tous ces gens font une chaîne, j'allais dire naturelle, entre Yves de Lessines, son successeur à l'abbaye de Cambron, et Nostradamus, le grand-père de Nostradamus et le fils, avec ce texte. Tout à fait, comme tu disais, une chaîne très courte. Très courte, sur 250 ans,
Mais si on prend Yves de Lessine, il y a 5 personnes. C'est très étonnant de trouver ça. Oui, mais intermédiaire, il y en a 3. Voilà. Même les amis Facebook, à l'heure actuelle, ne font pas ça. Mais bon, mais la preuve, quand même, la plus évidente, la plus définitive, c'est quand même le livre de Rudy. Quand on lit ça, c'est-à-dire que pour faire des recherches comme je l'ai fait, il faut être persuadé qu'on va trouver la solution. Et si je ne suis pas persuadé que je vais trouver la solution parce que Rudy m'a convaincu avec son livre et les discussions, et j'ai pas fait beaucoup malheureusement, mais j'ai fait un séminaire. Et c'est vrai que les séminaires qu'ils font, j'encourage tout le monde à y aller, où ils travaillent, où les gens donnent les résultats de leurs recherches particulières et solitaires. On apprenait on a un séminaire convainc les gens. On n'a pas besoin. Oui, parce qu'il faut bien préciser que tout ça ne sort pas de ma petite tête. Nous sommes toute une équipe de gens extrêmement qualifiés, il faut le dire, de gens de très haut niveau qui cherchent constamment sur ce texte de Century et qui montrent bien que tout ça va dans la même direction, à savoir qu'au moins c'est un texte qui date du Moyen-Âge et pas un texte du XVIe siècle. Que ce n'est pas un texte de prophétie. Voilà. Bon, ça à la limite, le texte n'est pas un texte de prophétie, j'ai pas entendu Rudy Cambier pour le savoir, mais que ça soit un vrai texte qui raconte une histoire et qui soit écrit dans notre région, il y a ça aussi, il y a le fait que ça soit écrit dans notre région. Chez nous, oui. Quand vous recherchez sur Internet, Nostradamus, c'est dans toutes les langues il est décliné. Les Russes, les Chinois, tout le monde décline Nostradamus. Et ça a été écrit à 16 km, 17 km d'ici. Enfin, on en est persuadé, nous. Alors en plus, je vous disais au départ que je m'intéressais beaucoup au mystère, à l'affaire de Rennes-le-Château, où là, il y a des choses, même si, bon, aujourd'hui sort un livre de mon ami Franck Dafos, qui va peut-être, j'allais dire, définitivement clore cette affaire, mais l'histoire d'Yves de Lessine, on va trouver la solution. Un jour, on trouvera la preuve que c'est Yves de Lessine qui a écrit Les Centuries. Tout à fait. Là, il y a pas, j'allais dire, c'est pas un mystère, c'est une question de temps. Il faut rechercher dans différentes directions, dans différents domaines. Là, c'est vrai, quand on lit Rudy Cambier, c'est un philologue, c'est un professeur d'université, on dit on peut pas l'aider. On est passionné par l'affaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment voulez-vous que je parle de l'accusatif du Moyen-Âge? C'est impossible pour nous. Oui, il y a toutes les autres voies dans lesquelles je suis nul. Voilà. C'est ça le problème. Le professeur de Laos, qui lui, en météorologie, en géologie, en astronomie, est vraiment une pointure, il va nous donner d'autres preuves. Et Geneviève, dont vous parliez tout à l'heure, dans le domaine alchimique, qui est une historienne, et chacun apporte. Qui est une philologue, qui est une docteur en philosophie et lettres. Donc, quand vous allez à un séminaire, c'est tous des profs d'université, il n'y a que moi qui suis patron de bistrot. Ça mène à tout. Mais bon. Non. Nous avons de tout. Et demain, par exemple, c'est Bruno Vram qui va nous expliquer la structure kabbalistique des 2 premiers quatrains des Centuries. C'est extrêmement pointu. Donc demain, après-midi, à Wodek. À Wodek. Et or, Bruno Vram est un ouvrier de l'industrie textile. Voyez. Mais je vous assure, ça vole très haut. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est un ouvrier qu'on est un crétin, mais Edgar Morin a très bien qualifié le crétinisme de la haute. Il suffit tout d'abord d'être passionné. Voilà, c'est ça. Intéressé. Tout à fait. Oui, et puis... et de savoir écouter ceux qui lancent tout. Et puis, moi je suis du petit peuple, j'ai connu un tas de gens extrêmement intelligents. Ah oui, non, mais ça, là, il n'y a pas de secret. J'ai connu des crétins par brouetté dans ce qu'on appelle l'élite. Sinon, on vient de parler de Wodek. Où en est-on avec toutes les investigations qu'il y a là nulle part. Nulle part, toujours? Non. Là, c'est toujours bloqué? Absolument. Les politiciens font un barrage kéopsien et ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas, non, il n'y a pas de problème. Et c'est quoi la solution? Attendre qu'il soit mort.
Ce jour joyeux finira bien par arriver. Il y en a qui essayent de faire tomber les gouvernements, là, il y aura peut-être moyen. Je ne sais pas. Voilà. Philippe Duquesnoy. Oui. C'est pour quand votre livre? Déjà, j'ai déjà écrit un livre. Bon, alors c'est sur la découverte de l'Amérique. Donc, celui-ci. J'ai pas de. Je vous dis, je suis en train de faire des recherches. Je travaille beaucoup sur un sujet qui m'intéresse, donc à Rennes-le-Château, qui est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je travaille avec un collaborateur qui s'appelle Raoul, qui est très connu dans les milieux de Rennes-le-Château, qui me donne un grand coup de main. Alors, c'est pas à la recherche du secret. Vous savez, l'histoire de Rennes-le-Château a été écrite par Gérard de Sède. Gérard de Sède a écrit un livre en 1967, qui est un livre qui a fait Flores, c'est lui qui a, j'allais dire, c'est l'ancêtre du Da Vinci Code, qui restera, je ne sais pas s'il a battu en nombre d'exemplaires Nostradamus, le Da Vinci Code, mais il y en a beaucoup quand même des exemplaires. Donc le premier livre qui a été écrit, c'est le premier livre, j'allais dire, complet, qui a ramassé l'histoire, c'est écrit par Gérard de Sède en 67, mais Gérard de Sède a eu plusieurs sources d'informations. Et j'ai découvert, en faisant des recherches également, j'ai découvert une nouvelle source d'information, alors qui n'apporte rien, j'allais dire, quant à la résolution de l'affaire. On va pas trouver, je ne cherche pas le trésor de Rennes-le-Château, si jamais il existe. Mais par contre, je cherche les sources sur lesquelles, où s'est abreuvé Gérard de Sède. C'est trop facile de dire que c'est l'hôtelier de Rennes-le-Château qui s'appelle Noël Corbu qui a tout donné à Gérard de Sède. Il y a eu des gens entre les deux, il y a notamment Robert Charroux qui est connu, Robert Charroux qui a écrit les livres sur les 100 000 ans avant les hommes, enfin avant Jésus-Christ, sur le livre des secrets trahis, le livre des secrets... Bon bref, Charroux a écrit donc sur Rennes-le-Château avant Gérard de Sède, et Charroux était un ami et travaillait avec Henri de Montfred, le navigateur. Donc, je vous ai dit, j'habite en Afrique, Henri de Montfred habite en Afrique, donc depuis que je suis gamin, je lis Henri de Montfred, c'est un des gars qui m'a fait partir en Afrique et devenir aventurier. Donc, j'étais heureux de trouver Henri de Montfred dans cette affaire. Donc, j'ai recherché un peu autour de Henri de Montfred, et j'allais dire que si, alors que je n'ai pas d'idée, je recherche des choses, si j'écrivais un livre, ce serait sans doute plus sur l'affaire de Rennes-le-Château, donc autour d'Henri de Montfred et d'un nommé Ernest Cros, qui est un personnage important de l'affaire de Rennes-le-Château, plus, à la lire, je participerais à un livre commun qui ramasserait toute l'histoire en disant, voilà, moi je peux donner mon avis sur quelque chose, où je participerais, on en a parlé cette semaine avec Rudy, à la mise en scène, par exemple, dont on rêve de faire une cinécénie, par exemple, dans la région, où on pourrait raconter cette histoire, mais d'une manière très ludique. Parce qu'un livre, je vous ai dit, vous voyez tous les papiers que j'ai devant moi, les dates, dès qu'on parle d'histoire, c'est compliqué, les gens ont le même nom, c'est très compliqué à faire, c'est très lourd. Quand j'ai écrit mon livre sur la découverte de l'Amérique, c'est ça qui est le plus gênant, c'est de mettre les dates, les noms, les gens ne comprennent plus rien. Mais c'est nécessaire, pour comprendre l'histoire. Alors qu'une fresque historique qu'on pourrait faire, alors évidemment dans la région des collines, alors je ne sais pas où, pourquoi, bref, il suffirait. Mais là, ce serait intéressant, et là j'aimerais participer. C'est-à-dire pouvoir écrire des textes, de mettre les choses qu'on a... Rudy a déjà écrit une pièce de théâtre, donc c'est déjà prêt quasiment, plus qu'un livre, et puis tout de même il y a François Dessy, je crois qu'il va... Je ne sais pas si on peut le dire. Oui, tout à fait. Voilà, donc je n'ai pas... je serais obligé d'écrire, j'allais dire, beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas participé. Tout le premier travail de découverte du texte, je suis arrivé, j'allais dire, bien après, moi. C'est pas gênant. Oui, c'est pas gênant. Mais bon, c'est vrai que ce serait de la recopie du travail de Philippe Delahousse, de Rudy Cambier, de François Dessy, de Geneviève. Voilà, c'est pas... Et raconter que l'affaire, j'allais dire, du texte qui s'en va de Cambron pour arriver dans les mains de Nostradamus, ce serait soit romancé pour... Non, je suis persuadé que ce serait important. Mais pourquoi pas. Mais ce serait le volume en plus à ceux qui sont déjà là. Ouais, pourquoi pas. Verba volant, scripta manent. Les verbes, les mots volent, les tout à fait. restent. Voilà. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est une histoire qui est passionnante. Alors, c'est vrai, Rudy n'est pas très tendre avec Nostradamus pour beaucoup de raisons, mais c'est un personnage qui... Alors, lui... Je lui reconnais une chose, c'est un type
fabuleusement courageux. Sans doute, ouais, sans doute. Et puis qu'il y a de l'imagination Quand il entre active. dans les villes pesteuses, que tout le monde fout le camp, et que lui, il va pour soigner des gens, avec des remèdes illusoires, dans lesquels il croit, mais illusoires, mais qu'il y va et qu'il y reste. Excusez-moi, il faut des couilles. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en dehors de ça, c'est un personnage, et il y a un monde autour de Nostradamus, parce que même si tu sais tous les escrocs qui utilisent ces textes pour vendre du papier à l'heure actuelle, c'est toujours des gens un petit peu spéciaux. C'est jamais des employés de bureau qui écrivent. Donc autour de Nostradamus, il y a des choses intéressantes. Et autour du manuscrit de Nostradamus, il y a des choses intéressantes. Voilà. Ce serait difficile de faire un livre vraiment historique. Mais pourquoi pas une histoire romancée ou une... Oui, il y a quand même moyen, parce que depuis 18h30, on n'arrête pas de parler d'histoire, de dates, de pape, d'Avignon. Oui, mais c'est ce que je dis. Le récit se tient, c'est une hypothèse vraisemblable, bien bâtie. Et en histoire, on ne va jamais plus loin. Alors, oui, quelque chose encore à dire? Juste pour terminer, pour dire que le livre dont je parlais tout à l'heure de Jean Raspail, oui. L'anneau du pêcheur, donc imagine que les papes de Péninscola continuent à vivre dans la clandestinité jusqu'au XXe siècle. Et qu'on trouve donc des porteurs du message de Pedro de Luna, c'est-à-dire une église qui ne dépend pas du pouvoir politique, mais qui tient son pouvoir de Dieu, parce que, quoi qu'on dise, Pedro de Luna a été élu par un conclave régulier. C'est lui, j'allais dire, la loi de l'église ne permet pas de... Donc voilà, et donc il imagine que ces papes continue jusqu'au XXe siècle en vivant dans la clandestinité, en Lozère, en Corrèze, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un livre extraordinaire, comme Raspail sait les faire, quoi, avec un vocabulaire et puis une fougue, un souffle extraordinaire. L'anneau du pêcheur de Jean Raspail. Philippe Duquesnoy, un grand merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Jusqu'ici pour nous dévoiler un petit peu, nous décortiquer le chemin qu'a fait ce livre, le chemin possible qu'a fait ce livre. Et merci à Rudy Cambier d'avoir soutenu tout ça.